Pendant environ 10 ans, j'ai travaillé à plein temps dans des prisons en tant qu'enseignant, passant plus de 40 heures par semaine derrière ces clôtures, y compris un long hiver dans un établissement qui avait été une usine de céréales et se trouvait près de l'autoroute dans le centre d'Indianapolis. C'était un bâtiment de pierre avec des grilles épaisses comme le doigt aux fenêtres. Durant ma première semaine là-bas, un détenu a ri quand je lui ai demandé de remettre à l'heure l'horloge murale. Quelques minutes de décalage, a-t-il dit. Il nous en faudrait une qui compte en mois et en années. Qu'est-ce qu'on en a à faire de 5 minutes? Je mentionne cela seulement parce que ces paroles résumaient l'histoire d'amour qui avait défini ma vie. Lorsque ma femme m'a quitté, je vivais à Paris, ce qui n'était pas aussi romantique que cela puisse paraître car j'étais incroyablement seule. J'avais mal aux os, surtout au son des accordéons dans les gares. Tous mes projets avaient échoué. J'avais raté mon mariage, raté mon travail, et je n'avais pour ainsi dire pas d'argent. Parfois je croisais mon ex-femme dans la rue, et elle se détournait avec un empressement qui ne pouvait être ignoré. Un soir, je suis tombée sur 2 garçons qui braquaient un vieil homme vietnamien. Et quand j'ai essayé d'intervenir pour les arrêter, ils se sont retournés contre moi. J'ai commencé à me demander si une partie de moi n'avait pas envie de mourir. Je suis retournée aux États-Unis et j'ai pris ce travail dans la prison. J'ai rencontré le détenu qui m'avait aidé avec l'horloge. J'ai aussi rencontré un détenu aux cheveux poivre et sel, aux biceps énormes et avec une paire de lunettes ridicules que personne dans le monde libre ne porterait jamais. Ce détenu s'appelait Mike. Mike m'a montré un dossier de coupures de presse et de photocopies de certificats de tous les programmes éducatifs qu'il avait suivis en prison. Il avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et une licence, ainsi que des certifications dans des programmes habituels comme la réparation de petits moteurs et la coiffure. Il avait conservé des lettres de ses conseillers, aumôniers et enseignants. Dans ces lettres, superviseur après superviseur affirmait l'aimer, mais tout cela me semblait un peu triste et gênant. Je n'ai pas pu tout lire. J'avais mes propres problèmes. J'avais pris un minuscule appartement, et je passais mes soirées à essayer d'écrire un livre, et à correspondre avec des femmes rencontrées sur Internet. Je prenais personnellement tous mes échecs passés. Quand j'ai rencontré Mike pour la première fois, il m'a dit « Ces jeunes gars, ils viennent d'être enfermés. Ils ont 5 ans à faire, et ils détestent ça. Je comprends. Quand on a 20 ans, 5 ans c'est long, alors ils font n'importe quoi. J'étais comme ça, avant. Mais maintenant j'ai fait les 2 tiers de ma peine, alors chaque jour me rapproche de la sortie. Quand je pense comme ça, je peux me lever le matin et sourire. 1 mois plus tard, mon superviseur m'a dit que Mike était enfermé depuis plus de 16 ans et qu'il lui en restait au moins 8. Arrêté alors qu'il était adolescent, il ne serait libéré qu'au milieu de la quarantaine. Il avait violé la fille du shérif dans sa ville natale. Peu importait l'épaisseur de son dossier de lettres de soutien. J'étais en colère. Avant, m'a dit Mike. Je cherchais la bagarre pour rien. J'étais furieux d'être en prison et je voulais que tout le monde le soit aussi. Mais ensuite, j'ai réalisé, mec, c'est ta vie. Est-ce que je veux être ce gars-là, toujours en colère? Je ne vais pas me marier ni avoir une famille. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Je vais rester ici. Je suis un prisonnier. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Et je peux passer ma vie à être furieux à ce sujet. Ou je peux essayer autre chose. Je lui ai demandé ce qu'il avait décidé. J'ai décidé d'être le meilleur prisonnier possible, a-t-il répondu. Tout cela est lié à l'horloge murale, parce que je suis retombé amoureux. Et c'est devenu ma nouvelle vie. Elle venait du New Hampshire et n'était jamais allée en France. Elle m'a quitté pendant 2 ans pour écrire des mémoires sur sa mère, puis elle est revenue. Elle m'écrivait des lettres, et j'avais l'impression de connaître son appartement entier, car j'étudiais les minuscules photos qu'elle m'envoyait d'elle assise à son bureau ou debout près de ses rideaux. Nous nous sommes mariés, mais pas avant que j'aille dans le New Hampshire pour rencontrer sa mère. Cet après-midi-là, sa mère pouvait à peine me regarder. Elle avait 48 ans et était très malade, à seulement quelques mois de la mort. Ma femme m'a emmenée dans sa ville natale, et j'ai vu le lac où elle passait ses étés quand elle était adolescente, faisant moins d'1,50 m et pulpeuse dans des maillots de bain disparus depuis longtemps. Nous avons mangé des glaces et parlé calmement dans l'après-midi. Elle me tenait la main. Elle m'a offert une montre coûteuse que j'ai continué à porter même, après que le verre a été rayé. Notre fils vient d'Éthiopie, où j'ai vu un jour un cheval mort sur le bord de la route qui ressemblait à un canapé abandonné. J'ai demandé à un ami s'il fallait faire quelque chose, et il m'a répondu que les chiens sauvages s'en chargeraient. Nous avons emmené notre fils loin de tout cela il y a 5 ans, ce qui peut sembler être une marque de bonté, sauf que cela fait aussi mal. J'aimerais que notre fils puisse connaître ces routes de terre,
et la façon dont elle ressemblait à du lait chocolaté sous la pluie, la façon dont les collines étaient d'un vert délicat, la façon dont notre chauffeur refusait d'entrer dans le zoo, parce qu'il était dégoûté par la laideur bétonnée des cages des lions. J'aimerais que les parents biologiques de mon fils puissent le voir nager. C'est un si bon nageur. J'aimerais qu'ils puissent l'entendre lire des livres à haute voix. J'aimerais qu'ils puissent les connaître. J'aimerais que notre fils puisse parler l'oromo, sa langue maternelle. Notre histoire si pleine d'amour est aussi pleine de pertes. Quand j'étais plus jeune, je me levais tôt le matin pour écrire. Maintenant, je me lève tôt pour préparer le petit déjeuner de mon fils. Je reste rarement debout tard. J'aime mon travail, mais je dois travailler après le dîner la plupart des soirs. Je ne peux atteindre mon ordinateur portable qu'en me penchant au-dessus d'un tas de feutres et d'un minuscule buzz l'éclair sur mon bureau. Ma femme n'a pas porté de bikini depuis 6 ans et n'en portera probablement plus jamais. Elle dit qu'elle est trop vieille, ce qui me rend triste. C'est une belle femme avec des cheveux gris. Mes parents ne conduisent plus la nuit et ont de moins en moins de passe-temps. Cet été, ma mère a fait une boîte de biscuits rien que pour mon fils. Et j'étais heureux de les voir discuter tranquillement dans la cuisine. Je suis constamment conscient des occasions manquées. J'avais l'habitude de penser que ces occasions manquées étaient de belles villes défilant par la fenêtre de mon train. Mais maintenant, j'imagine qu'elles sont des lanternes du passé, projetant de la lumière sur ce qui m'attend. Ma vie est contrainte de centaines de façons, et le sera pendant des années, à mesure que mon fils grandira et que ma femme et moi vieillirons. Je ne sais pas quand je retournerai à Paris, si j'y retourne un jour. Je ne sais pas quand, ni si, je finirai mon livre. Je sais que j'adore prendre le petit déjeuner avec mon fils. Ma femme veut que nous n'ouvrions qu'une seule boîte de céréales, à la fois pour éviter que les flocons ne ramollissent. Mais mon fils et moi nous levons les premiers, alors nous mangeons ce que nous voulons. Nous aimons le changement. Il me fait un signe du pouce levé chaque fois que j'ouvre une nouvelle boîte. Dans notre famille, nous parlons de nos journées, nous racontons notre meilleur moment et notre pire moment à l'heure du dîner. La semaine dernière, je lisais une histoire à mon fils avant de dormir, et j'étais distrait par l'ordinateur et le travail qui m'attendait sur mon bureau. Mais je me suis tourné vers lui, et j'ai dit, on a oublié le meilleur moment, pire moment. Quel a été le meilleur moment de ta journée? Il a niché son menton contre mon épaule et a dit, c'est maintenant, papa. C'est maintenant. Je me suis senti comme un parfait idiot. J'ai dû fermer les yeux un instant. Et puis nous avons convenu que son pire moment avait été quand il avait pleuré à cause des pois chiches qu'il devait manger. Quand j'étais petit, je détestais les betteraves. J'espère pouvoir protéger mon fils des betteraves jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour contenir ses larmes. Elles n'en valent pas la peine. Quand la pile de ma montre est tombée en panne, j'ai continué à la porter. Il y avait quelque chose dans cette montre qui disait l'heure qu'il est n'a pas d'importance. Pense en moi. En ami. Quelqu'un t'aime. Où vas-tu? Il y a des choses que tu ne feras jamais. Cela n'a pas d'importance. Rien ne presse. Sois le meilleur prisonnier possible.